Oui, ça l'est d'autant plus que nous avons accumulé un retard inouï. Si déjà nous avions amorcé la voie vers la transition écologique, effectivement, nous ne retrouvions pas avec une page blanche à écrire. Bon, là, effectivement, tout est à écrire, tout est à faire. Jusqu'à présent, la ville de Bordeaux a raté le rendez-vous de la transition écologique. Il n'y a qu'en fin de mandat qu'on voit le nouveau maire, tout d'un coup, a pris conscience, au moins du diagnostic. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Sur le diagnostic, nous sommes arrivés à un quasi-accord, en ce sens que Bordeaux devait prendre ce virage-là. Pourquoi vous dites qu'ils ont loupé ce passage-là? Ça n'a jamais été prioritaire. Leurs politiques ont toujours obéi à d'autres priorités que celle-là. À chaque fois que nous sommes intervenus en conseil municipal, c'était pour leur dire, mais attention, orientez votre budget vers la transition écologique. Plus on le fera tôt, je l'ai encore dit au maire dans les derniers conseils municipaux, moins l'écologie sera punitive. C'est-à-dire que si on attend et qu'on est obligé de le faire à la hussarde au dernier moment, là effectivement il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Si on y va progressivement, ça sera beaucoup moins douloureux. Alors il y a des années de retard de prise, nous on va effectivement faire de la transition écologique. La priorité des priorités, c'est pour ça que l'axe numéro 1 de notre programme, c'est de décréter l'urgence climatique. Décréter en disant il faut agir rapidement. Alors justement, une fois qu'on a dit que c'est l'urgence, ça se concrétise comment? Vous êtes maire là demain, oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les Bordelais et Bordelaises? Alors déjà, problème d'organisation, nous allons faire en sorte qu'il y ait un adjoint ou une adjointe, vraisemblablement la première adjointe, qui sera chargée d'examiner toutes les politiques municipales à la lueur de leur impact climatique, mais aussi social, naturellement, puisque ce sera une priorité. Nous ne sommes pas que sur le climat, la dimension sociale est pour nous totalement intégrée à la préoccupation écologique, hein. Mais en tout cas, il y aura cette vision transversale que nous assurerons que toutes les décisions qui soient prises n'aggravent pas la situation climatique de la ville de Bordeaux. C'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est un impératif que nous nous assignons. Alors vous me direz, c'est peut-être un impératif méthodologique, mais pour nous, ça passe par la méthode, la prise en compte de cet impératif-là. Donc, nous nous donnerons les moyens de faire en sorte que cet impératif soit décliné dans toutes les politiques municipales. Et après, c'est revoir le modèle de ville. Alors, c'est plus d'arbres, plus de parcs? Oui, mais pas seulement. Alors, tous nos concurrents vont dire on va allonger les pistes cyclables, on va planter plus d'arbres, on va mettre plus de bio dans les cantines. Nous on dit écoutez, c'est très bien cette espèce de concours entre vous sur les kilomètres de pistes cyclables et le nombre d'arbres plantés, mais nous on dit il ne faut pas se contenter de ce type de mesures, c'est-à-dire qu'il faut changer de modèle. Le modèle actuel nous a envoyés dans le mur, parce que le modèle actuel c'était quoi? C'était construire une métropole millionnaire, hein, ça a été dit, ça a été rapidement décliné, aussi au-delà des mots. C'était construire une métropole et une ville attractive, d'où le slogan que j'ai toujours combattu, qui s'appelle Magnétique Bordeaux, c'est-à-dire on fait tout venir à Bordeaux, il faut que tout vienne à Bordeaux, les emplois viennent à Bordeaux, les constructions à Bordeaux, les activités à Bordeaux. Ça a été la fabrique à gilets jaunes, hein, on l'a compris, mais un peu tardivement. Donc ce modèle de l'agglomération millionnaire, de l'agglomération attractive, totalement déconnecté de toute vision régionale ou nationale ou départementale d'aménagement du territoire, c'est-à-dire cette vision strictement égoïste de l'intérêt des métropolitains, nous disons que ce modèle-là, il est révolu. Il faut changer de modèle. Il ne faut pas améliorer le modèle ancien, il faut changer un nouveau modèle. C'est une vraie révolution écologique, culturelle, quelque part? Oui, c'est un changement, oui, je vais parler tout à l'heure de méthode, mais vraiment de modèle, c'est-à-dire on ne va plus se fier aux mêmes impératifs qu'étaient ceux de nos prédécesseurs. Là, effectivement, on va vraiment changer, pas seulement d'échelle, mais de priorité. C'est quoi la ville? C'est d'abord pour nous, j'ai envie de dire, avant l'urbanisme, c'est l'urbanité, c'est le vivre ensemble, quoi. Que les gens se sentent bien, qui ne voient pas du jour au lendemain un immeuble de 15 étages poussé devant chez eux, sans aucune concertation, qu'ils en soient réduits à attaquer le permis de construire devant le tribunal administratif. Ça crée des malaises dans la ville. Ça engorge les tribunaux, mais c'est témoigner sensible, ça permet d'engorger la juridiction administrative, parce que le nombre de recours contre les permis de construire à Bordeaux, c'est un nombre record. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concertation en amont, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire la ville nouvelle contre les Bordelais.
c'est un peu ce qu'on a fait. Il fallait regarder les conflits déjà. Regardez le conflit à Darwin, qui est assez symbolique. Du jour au lendemain, ils voient quand même construire, y compris sur des parcelles qu'on leur avait provisoirement confiées, ils voient construire cette espèce de ville monstrueuse, cette ville millionnaire, cette ville de béton, dans ce qui était jusqu'à présent un îlot quand même de ville, de ce que peut être un aménagement un peu écologique de la cité. Donc là, si vous voulez, on va faire un peu l'inverse de ce qu'a été la vision de la ville. Je veux dire, une vision quand même qui est très datée, qui pour nous n'est pas améliorable, c'est-à-dire qu'il faut décréter de lendemain, maintenant, on va obéir à de nouveaux impératifs. Au tout début des élections où il y avait des candidats écologistes, que ce soit à la présidentielle, on disait oh, ce sont des utopistes. Mais maintenant, avec l'urgence climatique, on vous prend de plus en plus au sérieux, c'est ça? Oui. Je pense que notre plus-value, c'est de l'avoir dit assez tôt, hein, et c'est notre sincérité. C'est-à-dire à une époque où l'écologie, c'était pas vendeur, hein, où on prêchait dans des airs. À ce moment-là, des gens défendaient des idées que beaucoup de concurrents reprennent aujourd'hui à leur compte. Mais on dit que ne l'avez-vous pas fait au moment où on vous disait déjà le faire, où on passait pour des, comme vous le dites vous-même, pour des hurluberlus. Alors aujourd'hui, ils reconnaissent, enfin ils sont quand même assez lents dans la maturation des idées, ils disent oui effectivement c'est des bonnes idées, on va les mettre en place. Alors moi ça ne me dérange pas qu'ils copient notre programme, pour ça qu'on tente aussi un peu à le mettre sur la place, hein. Ça ne me dérange pas qu'ils copient notre programme, on n'a aucun monopole de l'écologie, on ne demande pas mieux d'abord qu'ils le fassent bien, qu'ils fassent intelligent, qu'ils ne prennent pas des petites mesures mais qu'ils reprennent la méthodologie qui nous amène à proposer ces mesures-là. Pour le moment, on est un peu à l'abri, mais effectivement, on est enfin pris au sérieux, et beaucoup se rendent compte que les mesures qu'on propose, c'est des mesures assez c'est des mesures de bon sens. Vous savez, qui obéissent à ce qui est pour nous aussi un impératif, c'est qu'il faut apaiser cette ville. Il faut l'apaiser. Actuellement, elle a poussé trop vite, on a voulu trop faire les choses en grand, on a voulu multiplier les programmes immobiliers partout, on a voulu aussi, pas le dire, livrer en grande partie la ville promoteur. Vous savez, j'essaie de citer, à l'AGP, je le cite souvent, la une d'un journal qui s'appelle Le Figaro Magazine, qui datait de 2016, dans laquelle il était inscrit Bordeaux, l'Eldorado des promoteurs immobiliers. J'avais dit à l'AGP, moi je préfère que ce soit l'Eldorado des Bordelais, quoi. Ça n'a pas été le cas. Beaucoup de Bordelais ont été traumatisés par la façon dont cette ville a explosé ces dernières années. Donc, il faut un peu rassurer les gens, leur dire que la ville de demain se construira avec eux. Il faut un peu les rassurer et apaiser cette ville dans tous les sens du terme. Je suis à demi-vélo, mais surtout de la marche à pied. On peut dire, considère que dans une ville comme Bordeaux, qui n'est pas une grande ville, est une ville qui est très marchable. On peut faire beaucoup de choses. Mais là aussi, traiter les transports, c'est traiter les transports et les mobilités dans leur globalité, c'est-à-dire dans une vision d'aménagement du territoire. Pourquoi est-ce que la rocade est embouteillée tous les matins? Moi, je trouve ça honteux que nos concitoyens soient obligés de passer 1 heure dans les bouchons sur la rocade tout le matin. C'est parce qu'il n'y a jamais eu aucune politique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'on a décrété que les activités économiques devaient être à Bordeaux, essentiellement regroupées autour de la rocade. Je parle par exemple au pôle aéronautique de Mérignac en Haute-Garonne, où il y a 40 000 emplois, de Mayenne à 50 000, etc. Donc on concentre tous les emplois dans un périmètre confiné, et en même temps on dit aux gens, mais vous ne pouvez plus vous loger à Bordeaux, non c'est trop cher, vous ne pouvez plus vous loger à Bordeaux, vous êtes obligés d'aller vous loger de plus en plus loin. Donc on a fait un urbanisme cloisonné, segmenté. Donc qu'est-ce que vous voulez, les gens sont obligés de venir à Bordeaux pour travailler, ils sont obligés d'habiter de plus en plus loin pour pouvoir se loger décemment. Et on se dit le matin, on dit ah oui c'est bizarre, hein, la rocade elle est bouchée tous les matins. Alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On rajoute une file, c'est-à-dire on rajoute des tuyaux. On pense qu'on va régler le problème d'aménagement du territoire en rajoutant des tuyaux. Nous on dit il faut régler le problème dans sa globalité, il faut offrir, parce qu'on va en parler plus tard, une politique de logement un peu plus attractive qui n'impose pas tous les gens de partir vivre à la périphérie. Quand je dis à la périphérie, c'est de plus en plus loin parce que la première couronne, le foncier a beaucoup augmenté. La deuxième il faut rapprocher le travail du domicile. Et bien sûr, il faut arrêter de faire de l'urbanisme par section, quoi, cloisonné. Il faut faire en sorte que quand il y a une entreprise qui s'installe, il faut se dire mais comment on va loger les gens qui vont loger à proximité sans les envoyer au-delà de Saint-Médard-en-Jalles, plus loin que Crayon ou vers Saint-André-de-Cubzac, etc. C'est la question à se poser immédiatement. Ne fabriquons pas nous-mêmes l'engorgement de notre rocade alors qu'on a une lourde responsabilité dans cet étalement urbain. La lutte contre l'étalement urbain, enfin,
on a prêché dans le désert jusqu'à présent pour le dire, mais c'est vraiment la priorité. On veut une ville plus compacte. Alors, on ne rêve pas d'une ville millionnaire, mais on veut une ville où les gens peuvent normalement se loger. Est-ce que c'est pas le problème, tout simplement, qu'il y a une métropole? Et vous fonctionnez tous, parce que quand on parle des élections municipales, on parle de Bordeaux, mais très vite, ça dérive sur la métropole. Et oui, vous avez raison, le débat il est métropolitain. On est coincé par le mode de scrutin municipal. Donc on se fait élire sur des enjeux municipaux. Mais nous, on travaille non seulement le programme municipal, mais je vous garantis qu'on travaille aussi en même temps le programme métropolitain, pour que ceux qui vont voter pour nous ici à Bordeaux sachent ce qu'on va faire demain à la métropole, même si ce n'est pas le mode de scrutin qui favorise ce type de programme. Donc c'est vrai que la métropole, moi c'est un peu un de mes dadas depuis que je suis élu métropolitain, d'abord conseiller communautaire, puis maintenant métropolitain. C'est quoi? La métropole, c'est le club de maire, hein, avec des gens qui sont élus au second degré, qui le soir de l'élection municipale signent ce qu'on appelle un accord de cogestion, en disant écoutez, pendant 6 ans, on va bien s'entendre entre nous, donc on reprend en général à la virgule près le programme de celui qui a gagné. Donc la dernière fois, c'était Alain Juppé qui était majoritaire sur les communes de la métropole, donc on reprend son programme et on décide d'un désarmement politique total pendant les 6 ans de gouvernement. Et la seule chose qui fonctionne pendant ces 6 ans, c'est ce que j'appelle le club de maire ou la cogestion, c'est-à-dire qu'on fait du troc. On reviendra justement sur la métropole, parce que là c'est un des thèmes qu'on va aborder. On va revenir sur le transport et mobilité, et notamment sur le vélo. Vous avez l'intention de faire quoi? Des pistes cyclables partout? Vous allez rogner sur l'espace des véhicules, parce qu'il faut y rajouter les trottinettes, les piétons, puisque vous disiez que vous aimez bien marcher. Comment on peut agencer tout ça dans une ville qui n'est pas si grande que ça? Non. Alors, plutôt que parler vélo, ou exclusivement vélo, nous on aime même parler de mobilité douce. C'est-à-dire toutes les mobilités douces méritent d'être davantage respectées. Pour vous donner un chiffre, par exemple, la voiture aujourd'hui à Bordeaux occupe à peu près 70% de l'espace voirie. Ça ne représente pourtant à Bordeaux, la voiture, que 29% des déplacements. 29% des déplacements pour une occupation de la voirie qui est surdimensionnée. On va essayer d'arriver à l'équilibre. Le vélo, c'est 15%, hein, Bordeaux, c'est 8% au niveau métropolitain, mais au niveau ville, c'est 15%. C'est pas beaucoup. On va essayer de rééquilibrer. Beaucoup de gens nous disent, aujourd'hui, moi je ne peux pas prendre le vélo à Bordeaux, non pas parce que ça monte ou parce qu'il y a des intempéries, parce que je suis pas en sécurité. C'est la crainte, les parents ne veulent pas laisser les enfants aller à l'école à vélo souvent, en disant c'est la sécurité le problème numéro 1. Vous voulez des pistes en site propre, par exemple, on veut des comme pour les bus? Oui, ou des zones 20. Ce que l'on va proposer, et qu'on a déjà beaucoup travaillé, c'est ce qu'on appelle des quartiers apaisés, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels la circulation automobile, elle est ralentie, que ce ne soit pas des zones de transit, que les gens n'aient pas à 60 ou 50 km/h traverser le quartier sous prétexte que c'est un itinéraire malin pour éviter les grandes artères. Non, nous on veut faire des quartiers apaisés dans lesquels les piétons, les cyclistes, toutes les mobilités douces sont prioritaires sur la voiture. Jusqu'à présent, l'idéologie dominante a consisté à dire qu'il faut adapter la ville à l'automobile. C'est ce que l'on fait depuis 40 ans. Nous, on dit on va inverser la ratio, on va faire en sorte que ce soit la voiture qui s'adapte à la ville. C'est-à-dire, on décrète, notamment, on va le faire progressivement, et dans la concertation, on va faire ces quartiers apaisés, en disant, ben voilà, c'est une nouvelle façon de construire la ville. Vous savez, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre les citadins pour des gens adultes et responsables. On va, vous l'avez évoqué, effectivement, être amené à supprimer dans certaines rues des files de stationnement, mais à condition d'offrir quand même un stationnement. On ne peut pas laisser les voitures dans la nature, donc il faudra offrir des stationnements aux voitures qui étaient autrefois garées devant les maisons. Mais on va dire aux gens, par exemple, en période caniculaire, qu'est-ce que vous préférez? Avoir votre voiture garée devant chez vous, ou est-ce que vous préférez avoir des arbres ou des vélos, un quartier apaisé qui vous protège du réchauffement climatique? C'est un vrai choix, de société. Alors, il y aura des gens qui vont dire non, moi je préfère me garer devant chez moi, je veux me mettre devant chez moi, etc. C'est incontestablement. Mais je pense qu'il y a une majorité de gens qui ont compris qu'on était en train de changer d'époque et qu'il fallait mettre des pistes cyclables, qu'il fallait mettre des arbres en ville et qui comprennent aussi
que ça se fera vraisemblablement au détriment de la place de l'automobile dans les rues bordelaises. Parce qu'il faut avoir aussi le courage de le dire. On ne va pas imposer, mais on va essayer de convaincre les gens que leur rue, leur quartier peut avoir une physionomie un peu plus avenante que des routes qui sillonnent le quartier. Bordeaux a la chance, même si la situation s'est aggravée ces 3 ou 4 dernières années, j'en ai parfaitement conscient, d'être une ville qui n'est pas les plus exposée à la délinquance, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de délinquance à Bordeaux, mais vous savez, moi, je considère mon travail d'élu, c'est de discuter avec tout le monde. Alors, je connais le point de vue judiciaire par mon activité professionnelle, donc je sais comment ça se passe, je sais ce que sont les tribunaux correctionnels engorgés, je sais ce que sont les juges de l'application des peines également, qui ont énormément de travail et donc un peu de retard. Le monde que je connais mal, c'est le monde de la police, mais je vais discuter avec des policiers et syndiqués qui m'expliquent comment ils voyaient un peu comment ça se passait à Bordeaux. Pour vous dire la vie que j'ai eu un peu dominant, la plupart me disent, mais l'ânerie qui a été faite à Bordeaux comme ailleurs, ça a été de supprimer la police de proximité. La police de proximité, c'est pas uniquement la verbalisation, c'est du contact humain. C'est des gens qui sont dans les rues. Je ne vais pas prendre à mon nom l'expression qu'ils sont employés, mais on m'a dit il faut mettre du bleu dans les rues. Moi, jusqu'à présent, j'étais pour qu'on mette du vert, mais eux me disent il faut mettre du bleu dans les rues. Un policier qui patrouille à vélo, ça rassure les gens. Ça empêche peut-être de commettre un certain nombre de petits délits. Quand les choses se passent mal, ça permet d'avoir un interlocuteur. Au lieu de ça, ce qui a été privilégié par les différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, et par les maires essentiellement Alain Juppé, ça a été la vidéosurveillance, en disant « Ah, on a trouvé la solution miracle, la technique va nous sauver de cette délinquance de rue, vous allez voir, vous allez tous être filmés, donc vous allez arrêter de délinquer. » Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que la vidéosurveillance peut avoir quelques mérites, notamment, c'est ce que m'ont expliqué les policiers, dans l'élucidation de certaines affaires. Certains ne savent pas qu'ils sont filmés. Je dirais que c'est peut-être les délinquants les moins chevronnés, les plus amateurs, qui arrivent à commettre des actes de délinquance sous le feu des caméras. Donc ceux-là, effectivement, se font prendre et après, ça permet plus facilement d'élucider les affaires. Mais d'une façon générale, la vidéosurveillance, c'est l'effet plumeau, c'est-à-dire celui qui est malin, qui connaît un peu la ville, il sait où sont les caméras, puisqu'obligatoirement on indique, donc il va commettre ses actes de délinquance en dehors du champ de la caméra. C'est ce qu'on appelle l'effet plumeau. À Bordeaux comme ailleurs. Donc, cette solution qu'on nous a vendue comme étant une solution miracle, ça ne marche pas. Au lieu d'avoir des policiers derrière, plus de policiers dans la rue. Moi je les remets dans la rue. Plus dans la rue, plus à la discussion avec les citoyens. Et les policiers municipaux. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et puis chacun son boulot. Donc plus de policiers municipaux aussi dans votre programme? Oui, à condition, plus de policiers municipaux. Oui, là aussi j'ai rencontré les syndicats municipaux. Il faut qu'il y ait plus de policiers municipaux, mais à une condition qui est pour moi incontournable, c'est que ce n'est pas la police municipale à faire le boulot de la police nationale. La police municipale, elle est là pour veiller à la tranquillité publique. La police nationale est là pour veiller à la sécurité. Et elle va faire plus de prévention finalement. Oui, mais même la police nationale peut faire la prévention. Les policiers qui sont formés aussi. Un policier en tenue, c'est pas que la répression. En tout cas, moi, c'est pas du tout ma vision de la sécurité. Je sais que beaucoup de policiers partagent. C'est pas la prévention. Alors, il y a des associations qui font un gros boulot de prévention, à qui régulièrement d'ailleurs on retire des subventions. Donc la prévention, ça marche. Mais le problème, c'est que c'est le parent pauvre. La prévention, il y a de moins en moins d'argent consacré à la prévention. Et puis les policiers municipaux qui sont là aussi pour faire ce travail de tranquillité publique, qui pourraient être des interlocuteurs. S'ils viennent uniquement avec le sifflet et le stylo pour verbaliser, ça marche pas. Justement, vous dites sifflet, stylo, oui. Et armes ou pas du tout? Ah non, je considère que la police municipale elle n'est pas formée pour ça. Elle n'est pas. Il y a des policiers qui aimeraient bien peut-être, non? Ils ont déjà des moyens de se défendre, ils ont des bombes, ils ont des tasers, ils ont les moyens de résister à des agressions, et puis ils sont reliés en permanence avec la police nationale. S'il y a un incident, les policiers de la police nationale arrivent rapidement. Moi, je ne suis pas pour qu'on multiplie les armes des uns et des autres. Multiplier, c'est banaliser à un moment donné. Voilà, donc la sécurité publique, c'est l'État, ça fait partie des compétences régaliennes de l'État. Et moi j'ai noté qu'avec la complicité des maires comme celui de Bordeaux,
Mais l'État s'est progressivement, totalement désengagé de cette obligation, à telle enseigne qu'on voit récemment dans le conseil municipal, on nous demande d'assurer par exemple la sécurité de la foire en plaisir quelconque. Sécurité, vous l'avez dit, c'est la police nationale. Mais la police nationale dit non, écoutez, c'est à vous l'assurer. Donc qu'est-ce qu'a fait la ville de Bordeaux? Comme elle a passé les policiers municipaux, elle engage les vigiles, des sociétés de surveillance, pour faire le boulot de l'État. Moi, je serais maire de Bordeaux, je dirais non, c'est pas à moi à payer maire de Bordeaux, c'est pas contre un Bordelais à payer la sécurité. Il la paie déjà dans ses impôts nationaux. Donc c'est à vous, État, à m'assurer la sécurité, à mettre des policiers. Voilà, donc si vous voulez, il y a une espèce de glissement, un défaussement de l'État sur un certain nombre de ses prérogatives régaliennes. Je pense qu'il ne faut pas que les maires soient complices de ça, que le maire de Bordeaux est quelqu'un qui doit à un moment donné taper du poing sur la table en disant chacun son boulot. Moi, la police municipale, la tranquillité, et vous, les responsabilités d'État, la sécurité de nos concitoyens, faites votre boulot. Je crois que d'abord, il faut voir quels sont les secteurs actuellement qui sont les plus créateurs d'emplois. On a laissé filer les commerces de proximité à Bordeaux, au profit de la grande surface, au profit de la politique de grande surface. Tous les maires, pas seulement ceux de Bordeaux, ont été complices de cette politique de déménagement du territoire qui a consisté à faire en sorte que tous les commerces, notamment alimentaires, mais le reste aussi, soient maintenant dans ces zones commerciales autour de la rocade essentiellement. Donc on a laissé filer ces emplois de proximité qui étaient nos commerçants. Nous sommes très attachés à ces commerces de proximité. On veillera à être à l'écoute des commerçants bordelais, à dire zéro. Maintenant, création de grande surface. On est sur l'agglomération bordelaise est une des plus saturées en matière de... Parce qu'on a trop laissé faire, on a répondu à toutes les demandes de Auchan, Carrefour, Leclerc, tout ça, ils avaient toujours un avis positif. Donc on va dire non, la priorité c'est quand même les commerces bordelais. On va faire en sorte d'essayer de faire revenir des artisans en cœur de ville, parce que ça devient très très difficile maintenant de trouver un artisan à Bordeaux, en leur accordant un certain nombre de facilités qu'ils méritent, et pas seulement dans leur intérêt, dans notre intérêt à nous, c'est-à-dire qu'on puisse trouver des plombiers et d'autres rapidement à Bordeaux. Donc tout ça passe avec une discussion avec la Chambre des métiers, et puis bon, à un moment donné, leur accorder des facilités d'installation. Et puis nous considérons qu'il y a un gisement d'emploi extraordinaire, c'est toute l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, actuellement, il crée des emplois. Mais l'économie sociale et solidaire, ils ont besoin de peu d'accompagnement pour démarrer. Donc il faut que la collectivité se soucie de les encourager. Il ne faut pas laisser entre les mains seulement de la Chambre de commerce, même si elle essaie d'être opérationnelle sur ce terrain-là. Il faut que la ville s'impacte en disant ça, c'est les emplois de demain. Les emplois de demain, ils sont là, ils sont aussi dans la réparation. Nous avons été un peu moteurs dans la lutte au niveau national contre le dépérissement de tous les matériels, ce qu'on appelle obsolescence programmée, c'est-à-dire nous considérons qu'il faut faire la chasse vraiment à cette technique de l'obsolescence programmée. Il faut maintenant exiger un peu de nos commerçants, de nos fabricants, qu'il y ait du réparable. Et pour ça, il faut qu'il y ait des réparateurs aussi. Faire revenir des artisans, comme vous le disiez, oui. Ça veut dire aussi faire des logements, parce qu'il faut pouvoir se loger à Bordeaux. Oui, il y a un manque de logement terrible, et il y a aussi l'envie que ça soit écologique. Oui. C'est-à-dire qu'on ne soit pas envahi par des... Est-ce que c'est pas antinomique? Non. Alors, des logements sur Bordeaux, vous avez raison, en plus des logements décents, vous avez raison aussi. Pas des logements pour les gens, mais il y a aussi des logements étudiants, on pourrait le mettre dedans. Hein. Mais parce que tout ça, il n'y a pas eu de vision, si vous voulez, de ce qu'était le logement. On a laissé faire les promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers font quoi? Beaucoup de produits de défiscalisation. Ce n'est pas forcément ce qui correspond aux besoins de la population. Ça correspond souvent aux besoins d'investisseurs parisiens et autres qui disent tiens, mais Bordeaux est bien coté, donc je vais acheter un appartement à Bordeaux. Vous savez, le quartier Bassin-Flot, c'est pratiquement 70% de produits de défiscalisation. C'est-à-dire des gens qui viennent pour investir. Il y a à Bordeaux beaucoup de logements vides. Selon l'INSEE, il y en a plus de 10 000. La ville de Bordeaux conteste un peu ce chiffre en disant qu'il y en a la moitié. Mais en tout cas, l'INSEE, moi j'ai plutôt tendance à faire confiance au chiffre de l'INSEE. Il y a à peu près 10 000 logements vides sur 135 000 logements au total sur la ville de Bordeaux. Ça fait quand même beaucoup. Donc il faut mobiliser ces logements vides. Alors pourquoi souvent les logements vides? C'est-à-dire que quand vous êtes investisseur, même si vous avez un logement vide, un appartement vide sur Bordeaux,
vous gagnez de l'argent en dormant, quoi. Même sans le louer, vu l'augmentation dont les gens se disent souvent, mais moi je ne vais pas me mettre un locataire qui paiera peut-être plus ou moins le loyer. Je suis sûr de gagner de l'argent avec mon logement à Bordeaux, donc aucun effort pour louer le logement. Vous avez aussi des indivisions qui prennent des années avant de trouver effectivement la solution permettant de donner à chacun son dû. Donc vous avez beaucoup de logements vides. Je pense qu'il faut que la mairie fasse un état des lieux sérieux de ces logements vides et voir comment on peut les mobiliser. Alors, vous avez aussi beaucoup de personnes âgées qui ont des appartements qui ne peuvent pas rénover en disant, moi, avec ma petite retraite, je ne peux pas rénover cet appartement-là, mais je ne demanderai pas mieux que le mettre sur la location, mais en l'état, je ne peux pas le mettre. Et là aussi, il faut que la ville voit si elle ne peut pas mobiliser des moyens, des crédits pour aider ces gens-là. Vous avez aussi, quand vous vous promenez par exemple au Sainte-Catherine, regardez un peu au-dessus des magasins. Au-dessus des magasins, la plupart du temps, ce sont des anciens logements qui sont vides et vêtus. Pourtant, ils sont en cœur de ville. Donc ça, je pense qu'on peut mobiliser cela aussi. Nous, notre technique, qui sera totalement différente de celle de la mairie actuelle, c'est de dire que actuellement, le plus facile, c'est de construire des logements, des grands ensembles, notamment sur des zones naturelles, comme ils sont essayé de le faire sur le domaine de la Jalère, contre lequel. Donc on voit une belle zone naturelle, on dit oui, là c'est magnifique, il n'y a rien, on va construire un grand ensemble immobilier, c'est-à-dire là, on va faire l'inverse, on va dire les grandes zones, enfin, les espaces naturels, il faut arrêter de les artificialiser, on va décréter le zéro artificialisation de tous les espaces naturels, et on va dire s'il faut construire, il faut construire la ville sur la ville. C'est-à-dire construire là où c'est déjà artificialisé. Il y a des tas d'endroits. On va commencer par faire un peu un bilan de tous les espaces qui sont déjà urbanisés, inoccupés sur Bordeaux, qui sont déjà bétonnés, bitumés, sur lesquels on peut très bien construire, plutôt qu'aller se mettre en chasse des derniers espaces naturels. Moi, j'ai souvent dit à la Juppé, ce qui fera la richesse d'une ville demain, ce n'est pas forcément le nombre de ses habitants, millionnaires ou pas millionnaires, mais ça sera les villes qui auront su conserver ce qu'est pour nous les véritables richesses, c'est la richesse du patrimoine naturel. Donc ce patrimoine naturel, il est temps que Bordeaux s'en préoccupe, mais construise la ville sur la ville, pas au détriment du patrimoine naturel. Un mot de sport. Oui. Les Girondins de Bordeaux, avec le Matmut Atlantique, oui. SBA ne gagnait pas d'argent, et même en perd aujourd'hui. Qui disent, oui. Qui disent. Oui. Les Girondins, sportivement, ça marche plutôt bien en ce moment, mais il y a a priori un problème de gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression que les élus, puisqu'il y a un moment donné, il a fallu qu'ils se prononcent, ont été dupés par le projet des Girondins? Ont été dupés par la présentation de Dagrosa, Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Moi, plusieurs fois, à la Juppé, moi j'interviens régulièrement sur le domaine du sport, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis à titre personnel très sportif, je suis coureur rapide, donc j'aime beaucoup le sport, mais je suis plus allergique au sport business. Je considère que le sport business est une dérive du sport populaire. Plusieurs fois, je m'en suis plaint quand il y avait des libérations qui allaient dans ce sens-là au sein du conseil municipal. À la Juppé, plusieurs fois, me dit « Ah, monsieur Henry, vous n'aimez pas le sport ». Je ne voulais pas dire ça, c'est bien parce que j'aime le sport que j'ai envie de me battre pour que cette ville conserve une vraie politique sportive et non pas un encouragement systématique au sport business. Le football, la vente du club de football, je pense que les élus ont effectivement été dupés, mais parce qu'ils l'ont bien voulu, parce que ça ne les intéresse pas, on va dire. Ce qui les intéresse, c'est d'aller être pris en photo ou sous les caméras quand il y a un match des Girondins pour considérer, ah, vous voyez, il aime le sport, il est au match des Girondins. Moi, j'ai adopté un peu le contre-pied, peut-être de façon un peu très catégorique. J'y vais pas au stade. J'ai dit que je ne mettrai jamais les pieds ce temple du fric fou, de l'argent public gaspillé qu'est le grand stade. Donc, j'ai jamais mis les pieds au grand stade. J'y mettrai les pieds le jour où il sera vendu. On va peut-être en parler, mais donc ces gens-là pensent qu'ils s'intéressent au sport parce qu'ils font prendre en photo dans le stade Matmut. S'intéresser au sport, c'est de dire mais comment est-ce que les Girondins vont effectivement pouvoir vivre dans les années qui viennent, pouvoir avoir des relations autres avec leur outil de travail qu'est le stade. Moi, je pense avoir été le premier, je suis sûr que d'autres maintenant vont y venir, à dire qu'il faut se donner les moyens de casser le contrat, le PPP, le partenariat public-privé qu'on a signé imprudemment avec SBA. Si SBA en plus dit qu'il perd de l'argent, je pense qu'il devrait être content qu'on leur propose une solution. On fera étudier le contrat par les meilleurs juristes, et il en existe dans cette spécialité, pour faire en sorte de pouvoir négocier une rupture du contrat de partenariat et après proposer au club de football l'achat du stade. Moi, ça me paraît normal qu'un club de football soit propriétaire de son outil de travail.
pense que ce n'est pas la collectivité d'abord à financer à grands frais l'outil de travail des footballeurs, parce qu'ils ont les moyens de payer eux-mêmes leur outil de travail. Et puis c'est dans l'air du temps, je vois les grands clubs européens, la plupart, ils sont je crois sur les 15 plus grands clubs, je crois que 12 à peu près, sont propriétaires de leur stade. Donc c'est une tendance. Et j'avais essayé de poser la question à M. Dagrosa, quand il est venu plancher devant la métropole, et immédiatement Alain Juppé était venu pour que M. Dagrosa ne me réponde pas précisément sur cette question-là, mais je pense que M. Dagrosa était assez intéressé par l'éventualité de rachat du stade Mamut. Je pense, enfin moi en tout cas si je suis maladroit, ce sera l'une des premiers dossiers forts auxquels je m'intéresserai, voir quelles sont les conditions de rupture du PPP, quelles sont les conditions de rachat, de vente de ce stade au club, si le club, bien entendu, le souhait, ce ne sera pas une vente forcée, mais j'espère que ça continuera à les intéresser. Je ne suis pas boulimique de pouvoir, donc question de la métropole, elle viendra en son temps. En tout cas, c'est sûr que je pèserai pour qu'il soit mis un terme à la cogestion. La cogestion, ça marchait dans ce que j'appelle les débuts de l'intercommunalité balbutiante dans les années 70, au moment où la communauté urbaine était un immeuble syndicat intercommunal qui gérait quelques fonds communs. Et tout ça, alors là, on avait mis en place la cogestion, Chaban-Delmas l'a vu. J'arrive à le comprendre, c'était vraiment un club de maire qui disait on va mutualiser certaines politiques. Seule chose, c'est que cette gouvernance est restée tout à fait prégnante, alors que ce n'est plus du tout ça dont il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit d'une métropole avec un budget supérieur à 1 milliard d'euros, qui a besoin de répondre à une logique métropolitaine et non plus à une logique municipale. On ne peut plus considérer aujourd'hui que l'addition égoïste des intérêts municipaux consiste à former tout seul un intérêt métropolitain. Dans l'intérêt métropolitain, il transcende les intérêts communaux. Et si on continue à fonctionner à la cogestion, c'est-à-dire un troc entre maires, vous ne ferez pas émerger cet intérêt métropolitain. Donc je pense qu'il y a des techniques que l'on expérimentera pour faire en sorte que la métropole ne soit plus un club de maires. Ce qui est un peu gênant dans ce que je vous propose, c'est que on a encore un suffrage universel indirect, c'est-à-dire qu'on vote encore pour des maires, et les maires disent « moi je suis le seul détenteur de la légitimité ». C'est pas vrai, parce que le maire il gère son budget municipal, mais sur le budget métropolitain, il n'a reçu aucune onction de ses électeurs. Pour l'élection du président au suffrage universel. Oui, mais même des conseillers métropolitains. Et je pense même que les métropoles doivent faire pression sur le législateur. À un moment donné, dans la précédente mandature, il était question qu'il y ait élection de mais c'est les sénateurs, comme par hasard, c'est-à-dire ce temple du conservatisme, qui a dit non, vous allez dépouiller les maires de leur légitimité. Donc ils ont fait pression et ça a été renvoyé au calendrier. Non, je pense qu'il faut que les métropoles fassent toute pression sur le législateur pour dire le système de gouvernance des métropoles aujourd'hui, il est archaïque. Donc on vous demande, vous législateurs, de nous fournir une réforme avec l'élection au suffrage universel. Ça passe peut-être par une période de crise aussi. À un moment donné, il faudra peut-être aussi taper sur la table au lieu de dire, comme le faisait par exemple Alain Juppé, en disant « mais ça marche très bien, la cogestion de la métropole, ça marche très bien ». Non, ça ne marche pas bien, ça ne marche pas bien. Donc il faut le dire. Dans le transport et mobilité, j'aurais pu évoquer un dossier, mais j'ai préféré le garder sur la métropole parce que c'est un dossier métropolitain. Oui. C'est ce fameux RER. On a l'impression qu'il fait consensus. Oui. Tous les candidats le veulent. Et il y a quelques années, les communistes demandaient qu'on utilise le chemin de fer de Saint-Denis. Oui, pourquoi ça n'a pas été fait avant, vous qui avez été élu à la métropole, et à la Cube avant? Oui, parce qu'alors, ce RER dont vous parlez, on dit RER métropolitain, non, c'est un RER essentiellement extra-métropolitain. Par exemple, les gens, on parlait tout à l'heure, qui sont actuellement bloqués sur la rocade, souvent c'est des gens qui ne sont pas métropolitains, c'est-à-dire qui vont habiter bien au-delà. Donc il faut s'intéresser à ces habitants-là. Or, nous, on s'est intéressé, le tramway, les bus, tout ça, on s'est intéressé à notre périphérie d'habitants de la métropole. Aux 27 communes. Comment? Oui, aux 27 communes. En fonction, souvent, je vous dis, de l'intérêt des maires. Quoi. Moi, le tramway, j'ai souvent dit, c'est un tramway de maire que l'on a mis en place, de maire. Donc ça veut dire que ça obéissait souvent des intérêts strictement municipaux. Pour prendre un exemple, quand même c'est précis, le maire de Saint-Médard-en-Jalles, il s'est fait élire dans les élections municipales en disant je vous amènerai le tramway à Saint-Médard-en-Jalles, sans aucune étude préalable, uniquement par démagogie pour se faire élire. Quand on a fait les études, on s'est rendu compte que non, c'était pas très rentable. Le tramway Saint-Médard-en-Jalles, très mauvais taux de rentabilité. Malgré ça, il a obtenu de la métropole que tous les autres maires, parce qu'il y a encore cogestion, donc tous les autres maires, poussés par Alain Juppé, ont dit non, on va faire le tramway Saint-Médard-en-Jalles, 15-20 millions d'euros du kilomètre quand même. Oui, au RER. Donc le RER, mais bien sûr,
très rapidement, mais ça suppose aussi qu'on réfléchisse à une autre gouvernance. Moi, je pense que la gouvernance des 28 communes de la métropole, elle est devenue un peu étriquée. Il faut maintenant des gouvernances peut-être à géométrie variable, avec des territoires périphériques aussi, pour que ce RER ne soit pas pensé par la métropole. À mon avis, ça serait une erreur de confisquer le débat. Il faut le faire avec le conseil régional. On est obligé, puisque c'est lui qui a la compétence, donc on le fera avec lui, tant mieux. Mais il faut aussi associer les autres communes qui ne sont pas dans la métropole. Donc ça impose que la métropole sorte de son château fort, hein, qu'elle arrête de dire nous on ne gouverne qu'entre nous, on partage le gâteau entre nous. Il faut qu'elle ouvre un peu les portes et qu'elle discute avec d'autres partenaires. Avec vous, le tramway, c'est terminé? Non, mais je dis qu'il ne faut pas se focaliser sur des techniques. Je trouve que le tramway a fait son temps, ça a bien marché à Bordeaux, mais c'est devenu extrêmement onéreux. Et puis Bordeaux, ça y est, on est l'agglomération qui a le plus grand réseau de tramway, donc ça a été fait. En plus, ça a été fait à une époque où il y avait de l'argent d'État aussi, qui nous a beaucoup aidé. Maintenant, l'État est beaucoup plus pingre. Et donc, on a de moins en moins les moyens de faire des travaux. Et puis, il ne faut pas se focaliser sur une technique. Maintenant, il y a d'autres techniques, il y a des bus électriques, il y a des tas d'autres solutions qui peuvent amener un service à peu près équivalent, et surtout pour un moindre coût. Vous avez encore des maires archaïques qui pensent que le tramway, ça fait partie du standing d'une ville moderne comme Chabandelmas. Ça va partir, penser que le Métroval faisait partie du standing de la communauté urbaine, parce que c'était moderne, ça se faisait tout le temps. Donc, des maires ont encore ce schéma-là, dire mais si je veux être moderne, il me faut à tout prix un tramway sur ma commune. Non, moi je veux qu'on étudie sans aucune exclusive les moyens de déplacement, partant des besoins, pas en partant de la technique. En disant je veux le tramway, c'est que je veux le tramway. Je dis voilà quels sont mes besoins et quel est le mode de transport le plus adapté pour répondre à ces besoins. Là aussi c'est un renversement de la méthode, c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc je ne suis pas plus pro-tramway qu'anti-tramway, je suis pour qu'il y ait une solution la plus adaptée à chaque besoin de mobilité. Ça fait des années que je bataille en me disant qu'un jour viendra, vous savez. En vous rasant, je ne suis pas obsédé par le pouvoir, vraiment, ça peut vous étonner. Je suis, pas ma formation intellectuelle, mais si vous trouvez ça un peu prétentieux, plus attaché à l'influence qu'au pouvoir. Hein. J'ai lu assez vite Jacques Ellul, Gramsci, etc., qui m'ont persuadé que pour un politique, il vaut mieux avoir l'influence que l'apparence du pouvoir. Je déteste l'apparence du pouvoir. Je déteste les attributs du pouvoir. Voilà, ça ne m'intéresse pas d'avoir la voiture de fonction et le chauffeur. Dans mon rôle d'opposant, ce que je mettrais au crédit, c'est que ces longues années d'opposant n'ont pas été totalement inutiles pour deux choses. D'une part, je pense avoir eu un peu d'influence sur certains sujets. Pour le dernier mandat, je pense avoir contribué par exemple au fait qu'on ne sacrifie pas les 40 hectares de la Jalère pour un programme immobilier comme cela devait être fait. Si on ne s'était pas battu, je dis moi, mais nous, collectivement, écologie, d'abord Delphine Jamet, qui était le conseil municipal avec moi, puis mes collègues à la métropole, et puis tous ceux qui nous ont soutenus, donc on s'est battus comme des diables pour sauver ce domaine à Géant. On a au moins réussi à retarder le problème pour que ce soit la future majorité qui le traite, c'est-à-dire nous, je l'espère. Donc si vous voulez, je pense avoir eu pendant toutes ces années-là un peu d'influence sur la vie politique. Moi, je ne suis pas resté dans mon coin, je ne suis pas du genre j'ai un peu de wawa, pour m'être fait entendre et avoir réussi, voilà, avoir un peu d'influence sur un certain nombre de sujets. Donc le bilan que je tire n'est pas que négatif. Et après, la deuxième chose, c'est que bien sûr que j'ai envie d'exercer le pouvoir. Moi j'ai dit, à chaque soir d'élection, les soirs de défaite sont des veilles de victoire. Et je le pense sincèrement. En politique, il faut de la constance. Il faut de la constance dans les idées. Je crois que j'en ai, on me dit parfois un peu opiniâtre, voire même entêté, mais il faut de la constance dans les idées, mais il faut aussi de la constance dans les efforts. Je pense ne pas avoir minimisé mes efforts au cours de ces longues années. Et croyez-moi, l'opiniâtreté qui fut la mienne pour défendre mes idées quand j'étais en opposition, ça sera exactement la même que celle que je déploierai quand je serai maire de Bordeaux. Je suis quelqu'un de très déterminé, d'ouvert aussi, encore heureusement. La détermination, ça passe par l'ouverture, ça passe par la concertation, parce que c'est nous qui avons propulsé des méthodes de démocratie participative comme cette ville, comme les budgets participatifs. Ça, c'est à mettre un peu à notre crédit. Hein. C'est pas spontané de la part de la mairie, c'est nous qui avons poussé là-haut pendant des années. Donc, je pense avoir prouvé que la participation, ça m'intéresse. Donc, c'est vraiment une volonté de faire avancer les idées avec une équipe.
et avec les Bordelais. Vous savez, la transition énergétique, pour en revenir à notre premier thème, on ne la fera pas sans les Bordelais, sinon on va se planter. Tous ceux qui ont essayé de le faire, de l'imposer, ça n'a pas marché. Si on veut se planter, on va dire oui, effectivement, on va vous l'imposer dès le départ. Non, non, il faut le faire. Politique, c'est aussi convaincre les gens. Convaincre les gens. Alors, quand il y a des temps de canicule, c'est facile de les convaincre, de leur dire, vous savez, il faut planter des arbres. Il faut les convaincre aussi en hiver. La ville, il faut planter des arbres pour éviter la prochaine canicule estivale. Donc, moi, j'aime beaucoup convaincre. Alors, c'est peut-être une formation professionnelle aussi, c'est mon métier m'a appelé à essayer de convaincre des gens, des juges en l'occurrence, mais j'aime beaucoup convaincre. Je n'aime pas imposer. Ça aussi, c'est mon tempérament. Et ces longues années d'opposants aussi m'ont appris autre chose, m'ont appris aussi un peu l'exercice du pouvoir, même si je n'étais pas les mains dans le cambouis, mais on peut vous dire que le budget de la ville de Bordeaux, ça fait quelques années que je l'épluche, je vois ce qui est bien, j'ai toujours été un opposant, je crois, assez nuancé, il y a des choses qui vont dans le bon sens, que l'on a approuvé, donc ça je sais comment ça marche, puis il y en a d'autres qui ne marchent pas, et je sais pourquoi ça ne marche pas, enfin, j'ai l'impression de savoir pourquoi ça ne marche pas, et je vais faire en sorte que ça marche. Vous vous êtes très vite porté candidat. Oui. Pendant que d'autres ont annoncé leur candidature et ont commencé à donner leur programme. Vous, oui. On a essayé à travers cette interview d'en savoir un petit peu plus, vous allez le divulguer pendant la campagne. Ouais. Vous avez passé beaucoup de temps à négocier. Oui. Le rapprochement oui, de la nation verte quelque part, mais aussi des communistes, oui. Éventuellement des socialistes. Vous n'avez pas passé, voilà. Peut-être trop, moi je peux... Est-ce que vous êtes absent pour l'instant de la campagne? Ça y est, mais je suis prêt à faire de l'autocritique, mais... Si on a passé beaucoup de temps, c'est pour deux raisons. La première, c'est que dès le départ, moi j'avais indiqué un peu une méthode à laquelle j'étais très attaché, qui consiste à dire il n'y aura pas d'accord d'appareil. Je dis, je ne veux pas discuter avec représentants du Parti communiste, du Parti socialiste, etc. Mais avec des individualités que je connais pour la plupart, puisque ils sont avec moi collègues du paysage politique, donc je connais, je sais quelles sont leurs capacités de travail, et discuter avec ces gens-là pour dire, mais voilà, nous on est en train de monter une liste écologiste, est-ce que vous voulez venir avec nous? Et en leur disant, la discussion, c'est pas pour nous ni comment prendre place, c'est voilà quelles sont nos premières propositions programmatiques, on vous les met sous la table pour que vous voyez si vous êtes en adhésion ou non, si vous voulez les enrichir, les modifier, etc. Donc si vous voulez, c'est une technique qui est un peu longue. La facilité, ça aurait été de dire, on se distribue les places, toi la 5e, moi la 8e, etc. Ça, c'est pas très compliqué, cette cuisine électorale. C'est précisément ce qu'on n'a pas voulu faire. Donc c'est vrai que l'enfantement a été un peu long et qui s'est fait au détriment de la campagne sur le terrain. On n'a peut-être pas été assez rapide, mais la technique est un peu complexe. L'absence de Mathieu Rouvert, elle vous gêne? Non, c'est une décision personnelle de Mathieu Rouvert. C'est quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai plus envie de faire de la politique, j'arrête de faire de la politique. Voilà, donc c'est une décision personnelle que je comprends tout à fait. Donc c'est son choix personnel. Voilà, c'est comme ça qu'il a présenté les choses. Il a envie de prendre un recul de plusieurs années, de faire le tour du monde. Moi, je trouve ça tout à fait respectable. Et voilà, je n'ai pas forcément besoin de le commenter. C'est sa décision et voilà, je la respecte. Un dernier mot, on a essayé de voir un petit peu tous les thèmes, mais il y en a certainement d'autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous aimeriez rajouter aux Bordelaises et Bordelais? Mais que je suis prêt, d'abord que je les aime, que si je fais de la politique depuis si longtemps et que je n'ai pas décroché, je me souviens des gens qui ont été élus pour la première fois avec moi, etc. Quand je regarde, la plupart ils ont décroché, parce que le travail de politique, et surtout dans l'opposition, est très ingrat. Vous prenez beaucoup de coups, j'ai la carapace, je les ai encaissés en me disant qu'un jour le soleil se lèvera, que les soirs de défaite seront des veilles de victoire, comme je vous l'ai indiqué. Donc ça prouve que ça m'intéresse, quoi. Ça prouve que je suis prêt à faire le job. Et je pense que si je n'avais pas été candidat, là, on aurait pu me reprocher de me dérober. On me dit, ah oui, Herbie, quelle grande gueule. Tant qu'il était dans l'opposition, il était très fort. Maintenant que les écologistes sont aux portes du pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse, il s'en va. Je pense que les Bordelais ont dit, mais c'est qui ce mec, hein? C'est un opposant, point barre. Donc maintenant, j'ai envie de dire aux Bordelais, mais écoutez, l'opposant d'hier, c'est le maire de demain. Les qualités de travail aussi, parce que j'ai un peu travaillé pendant ces années, les qualités de travail qui étaient les miennes jusqu'à aujourd'hui, mais je les mettrai maintenant au service de la gouvernance de cette ville. Les idées que j'ai défendues, je les mettrai au service de cette gouvernance. Donc c'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est que j'ai pas changé, je suis toujours le même, sauf que bon, j'ai mis peut-être le costume du maire, je mets un peu le costume du maire.
pour me débarrasser un peu du costume de l'opposant opiniâtre qui était le mien jusqu'à présent, de dire, mais maintenant il y a l'opportunité, mais je suis prêt à faire le job et je ferai le job avec la même conscience professionnelle et politique qui a été la mienne dans ce rôle d'opposant déterminé que j'ai exercé jusqu'à ce jour.